Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le voyage est ce que l'on définit communément comme l'action de se rendre dans un lieu relativement lointain ou étranger. Depuis son apparition sur Terre jusqu'à sa conquête de la Lune, en passant par l'exploration, la colonisation ou encore le tourisme, l'homme s'est toujours déplacé dans l'espace qui s'offrait à lui. On conçoit généralement les voyages comme un déplacement dans l'espace. C'est peu. Un voyage s'inscrit simultanément dans l'espace, dans le temps et dans la hiérarchie sociale. Chaque impression n'est définissable qu'en la rapportant solidairement à ces trois axes. Comme l'espace possède à lui seul 3 dimensions, il en faudrait au moins 5 pour se faire du voyage une représentation adéquate. L'histoire de l'homme, universellement, a toujours compris des rites initiatiques. Toutefois, ceux-ci semblent avoir disparu de nos sociétés industrialisées et les individus qui la composent recherchent de nouvelles voies pour combler ce manque. Selon Freud, c'est bel et bien les exigences de la civilisation qui provoquent ce malaise chez l'individu qui en fait partie. D'après lui, l'être humain devient névrotique de ne pouvoir supporter la quantité de refus que lui oppose la société pour servir ses idéaux culturels. D'après le psychanalyste, le pouvoir de cette communauté s'oppose dès lors en tant que droit au pouvoir individuel, condamné comme violence. C'est le remplacement du pouvoir de l'individu par celui de la communauté qui constitue le pas décisif vers la civilisation. Il consiste en ce que les membres de la communauté se restreignent dans leurs possibilités de satisfaction, alors que l'individu ne connaissait pas une telle restriction. En partant dans un pays géographiquement et culturellement éloigné, ces individus tentent de fuir une société qui tient aujourd'hui un discours du plus de jouir. Cela peut être difficile à supporter pour certaines personnes, qui tentent alors de se recréer un rite de passage là où la société dans laquelle ils évoluent ne semble que leur proposer de se joindre au consumérisme ambiant. Au-delà de sa composante physique, le voyage comprend donc un aspect subjectif à travers sa dimension initiatique. Il découle du voyage intérieur des découvertes comparables à celles du voyage géographique. Tous deux ont pour objet la recherche, celle de l'autre et travers lui, la recherche de soi. Il semble que depuis toujours, le voyage exerce un pouvoir d'attraction sur l'homme. Cette attraction résiderait, selon l'enseignement psychanalytique, dans la pulsion viatorique. Répondre à cet appel, c'est s'engager dans un nouveau voyage. Néanmoins, cette entreprise viatorique ne connaît pas d'aboutissement prédictible, puisque celui-ci se construit au fil des rencontres avec la réalité de l'autre à laquelle l'homme part se confronter. Dans cette perspective, d'après Lacan, face à ces rencontres, la condition du sujet S, névrose ou psychose, dépend de ce qui se déroule en l'autre. Ce qui s'y déroule est articulé comme un discours, l'inconscient est le discours de l'autre. De la rencontre avec la réalité de l'autre, dépend la réaction du moi. L'enseignement de Freud soutient que dans la névrose, le moi en situation d'allégeance par rapport à la réalité réprime un fragment du ça, vie pulsionnelle, tandis que le même moi dans la psychose se met au service du ça en se retirant d'un fragment de la réalité. De cette façon, le moi du névrosé userait du mécanisme du refoulement pour réfréner une pulsion là où celui du psychotique se soumettrait à sa pulsion en se soustrayant, au profit du ça, à une partie de la réalité. L'assouvissement de la pulsion viatorique, à travers le voyage, implique donc le rapport du sujet à la réalité. Or, étant donné ces considérations structurales, on peut se demander si le déclenchement de la psychose peut résulter de la rencontre entre le sujet et l'autre que représente le voyage. Pour tenter de répondre à cette question, nous tenterons d'expliquer le rapport de l'homme au voyage. D'une part, nous interrogerons la dimension pulsionnelle du voyage à travers la conception de pulsion viatorique. D'autre part, nous traiterons de la clinique du voyageur à travers la question des différents troubles auxquels celui-ci peut faire face. Parmi eux, nous étudierons plus spécifiquement le syndrome indien. Bien que la littérature regorge de récits de voyageurs, ceux-ci n'ont été que très peu conceptualisés ou de façon fragmentaire. Dans cette perspective, nous appréhenderons le cas d'un Français parti en Inde. Il y vécut une expérience délirante intense dont nous tenterons d'approcher la structure. Puis nous observerons dans quelle mesure, à travers l'étude des voyages de Freud en Italie, le voyage et le processus psychanalytique sont liés. Enfin, nous pointerons du doigt l'enjeu culturel de la compréhension des phénomènes psychiques.
Première partie, l'appel au voyage. La pulsion viatorique. Depuis son apparition sur Terre, l'homme marche. Ses déplacements en témoignent, puisque ceux de l'Australopithèque, apparus il y a 200 000 ans en Afrique, auront conduit l'espèce humaine à investir la totalité de la surface terrestre en moins de 150 000 ans. C'est à partir de ce constat qu'Antonietta et Gérard Haddad postulent l'existence d'un type de pulsion qui n'était jusqu'alors, pour ainsi dire, pas conceptualisé. En effet, après que Freud eut théorisé les pulsions orales et anales, esquissé la pulsion scopique, finalement développée par Lacan, qui pensa également la pulsion invocante, le cinquième type pulsionnel que nous proposent les auteurs de l'ouvrage intitulé Freud en Italie, Psychanalyse du voyage, serait ce qu'ils nomment la pulsion viatorique. Le terme d'homo viator vient du latin homo, homme et viator, voyageur. Ce concept correspondrait donc à la pulsion de la marche et du voyage. En effet, ils expliquent que l'incroyable vitesse avec laquelle l'espèce humaine diffusa son lieu d'origine, l'Afrique orientale, jusqu'aux confins du monde, vitesse qui stupéfie les anthropologues, plaide en faveur de cette nature voyageuse de l'homme. En effet, il s'appuie sur une étude menée par C. Swisher et G. Curtis à Berkeley. Celle-ci a permis de démontrer que la différence d'âge qui existerait entre les crânes des premiers hommes retrouvés en Afrique et ceux retrouvés sur l'île de Java ne serait que de quelques milliers d'années. Comme les auteurs l'écrivent, fondamentalement par nature, dirait-on, l'homme marche, mais comme en aveugle. Il semble en proie à un trouble profond. Répondre à un appel qu'il ne comprend pas surgit à la frontière qui sépare le corps et l'esprit. Il pressent qu'en cette palpitation réside son essence. Par ailleurs, cette idée trouve écho dans le schéma communément utilisé par les paléontologues pour représenter l'évolution de l'espèce humaine. Le dit schéma, qui offre une vue de profil, nous permet d'observer le redressement de la stature de l'homme mais également de mettre ce redressement postural en relation avec la marche elle-même, son acte premier. G. Petitjean, qui rapporte l'étude conduite à Berkeley, en tire cette conclusion, ce qui signifie qu'à peine né, l'homme a été pris d'une fringale de tourisme qu'on n'imaginait pas. Dès les origines, cet Homo habilis, puis erectus, sera voyageur. D'après A. et G. Haddad, cette pulsion viatorique serait plus structurale que les 4 précédentes puisqu'elle en serait la condition. Comment devenir Homo habilis, puis Homo erectus, si l'on n'est pas Homo viator? À quoi serait donc liée cette pulsion viatorique? Tout d'abord, nous pouvons nous questionner en ce qui concerne l'objet de cette pulsion, puisque toute pulsion a le sien. L'objet de celle-ci serait une dimension essentielle de ce monde, qui semble ignorer, non spécifiée par les pulsions canoniques, la dimension de l'espace. D'après Lacan, l'activité mise en place par le sujet pour satisfaire sa pulsion parcourt une boucle. Cette boucle effectue un trajet spatial à partir d'un organe autour duquel elle tourne. Ce faisant, elle entoure l'objet de la pulsion. Le voyage parcourait une boucle semblable. Au commencement est le départ, puis vient le retour. Retour à l'origine qui permet d'encercler la vraie motivation du voyage. Selon A. et G. Haddad, cet espace-là n'est pas pensé par le concept pulsionnel habituel. La pulsion viatorique comble cette lacune. Elle introduit dans le champ psychique la catégorie de l'espace comme figure première et privilégiée du grand autre. Elle permet au sujet d'habiter et de se mouvoir sans s'égarer dans l'infini de cet espace. Nous pouvons ensuite interroger l'organe concerné par cette pulsion. L'organe à travers lequel s'exprime la pulsion viatorique trouverait sa source dans le pied. Il est à noter qu'habituellement il s'agit d'orifices étant le plus souvent entourés de sphincters. Autrement dit, il s'agit d'organes possédant la capacité de s'ouvrir et de se fermer. Toutefois, cela n'en constituerait pas le caractère primordial puisque celui-ci se trouve dans le fait que cet organe représente la limite entre le corps du sujet et le corps maternel, en d'autres termes entre le corps du sujet et celui de l'autre. Cet organe, dans le cas de la pulsion viatorique, serait le pied, ou plus précisément la plante du pied. En effet, cette dernière offre un contact fluctuant avec le sol. Or, quelle meilleure métaphore du corps maternel pourrait-on trouver que celle de la terre-mère? De plus, dans l'acte de marcher, on retrouve une forme d'alternance entre ouverture et fermeture du corps. D'après les auteurs, celle-ci est parfaitement illustrée par le rapport sol-plante du pied. Fermé quand le pied repose sur le sol, ouvert quand il le quitte pour accomplir un pas. Quel que soit le profil du voyageur, qu'il soit adolescent, marginal ou citoyen lambda,
celui-ci semble être à la recherche de quelque chose, mais de quoi? Tout comme Freud pensait que le délire représente une tentative de reconstruction du sujet psychotique qui vit en être brisé, A et G. Haddad soutiennent que le voyage pathologique met en lumière la présence d'un désarroi, mais en même temps, et peut-être surtout, la tentative de réaffirmer son appartenance à cette humanité née de la marche et du voyage. La pulsion viatorique renvoie donc selon eux à un point de démarcation, celui qui se trouve entre les registres de la nature et de la culture, ce point qui dans l'esprit du sujet est marqué par le symbole du signifiant du nom du Père. Ce concept, pensé par Lacan dans son séminaire Les psychoses datant de 1955 à 1956, connaît une multitude d'images métaphoriques. Néanmoins, il semble que son concepteur ne soit pas parvenu à en trouver une plus juste que celle de la Grande Route. Cela renvoie aux grandes routes qui traversaient le pays, avant la création des autoroutes que nous connaissons aujourd'hui. Cette métaphore, offerte sans plus d'explication, correspondrait selon les auteurs de Freud en Italie, à une image s'étant imposée au psychanalyste sans que ce dernier ne parvienne à l'intégrer à l'ensemble de sa théorie. La pulsion viatorique représenterait donc pour ses concepteurs le chaînon qui manque à ce pan de la belle théorie lacanienne. Ainsi, lorsque l'homme se trouve menacé dans son humanité, il part sur la route afin de contrer cette menace grâce au ressourcement que peut représenter la marche. D'autre part, A et G. Haddad ne manquent pas de souligner que la pulsion viatorique offre un éclairage concernant l'agoraphobie, mise au jour par Westphal, médecin allemand, en 1872. Reprise par Legrand du Saule en France, elle a été abordée par Freud. Celui-ci émit l'idée selon laquelle il existerait une équivalence entre le sol et le corps maternel. Cette hypothèse, née de ses réflexions autour des mythes fondateurs, indique qu'il avait repéré la mécanique pulsionnelle entrant en jeu lors de la marche, mais elle manque, selon les auteurs de la pulsion viatorique, d'explication de la part du psychanalyste. D'après eux, cette pulsion rend possible l'assimilation de la dimension spatiale à la figure primordiale du grand autre et les fragments d'espace, découpés par les déplacements du corps humain, constituent l'objet de notre pulsion. Ainsi, marche et voyage creuseraient la faille qui sépare la nature de la culture et mettraient un terme à un vertige de dissolution dans l'infini en investissant la sphère spatiale. C'est le signifiant du nom du Père, renvoyant à cette faille séparative que représente la marche, qui serait défaillant dans l'agoraphobie et qui inhiberait la pulsion viatorique. Si l'on regarde de plus près les mythes fondateurs, donc les religions, ayant permis à Freud de percevoir la mécanique pulsionnelle sol-pied, l'on s'aperçoit que celles-ci ont établi leur emprise sur l'homme grâce aux pulsions qu'elles sanctifient. Universellement, ces mythes renvoient au voyage. De cette façon commence l'histoire d'Abraham qui quitte son pays natal sur ordre divin, mais également celle d'un enfant bien connu du christianisme que A et G. Haddad rapporte en ces termes. Déjà saisie par les affres de l'accouchement, Marie, accompagnée par son compagnon Joseph, quitte Nazareth en Galilée et les commodités de leur logis, pour se précipiter sur des routes incertaines en un voyage apparemment absurde et dangereux de plus de 100 km, avec au bout l'inconfort d'une étable de Bethléem. Ce voyage certifie en tout cas la nécessité structurale d'imprimer sur la légende fondatrice la marque sacrée du voyage, cette leçon qui ne cesse de se répéter, le premier homme naquit d'un voyage. Le bouddhisme, bien que prônant la contemplation méditative, prend sa source dans le voyage effectué par Bouddha. Ce trait viatorique se retrouve également dans l'islam puisque la naissance de celui-ci coïncide avec le départ de la Mecque, de son prophète Mahomet se rendant à Médine. Autre référence, non religieuse cette fois, concernant l'Iliade et l'Odyssée. Il ne serait pas envisageable de traiter la question des voyages sans évoquer ceux d'Ulysse qui offre un flot d'exemples dans lesquels le voyage semble être, pour A et G. Haddad, ce par quoi s'accomplisse la destruction de l'ancien, la production ou l'emprunt de nouveaux symboles et de nouveaux discours. Ainsi, tous ont débuté par un voyage formant une trajectoire en boucle qui, dans son aller et retour, enserre une nouvelle idée, une vision du monde différente, une découverte technique essentielle. La question des origines n'est pas la seule à intégrer la dimension de la pulsion viatorique. Celle des rites incorpore également cette perspective dans son champ. En effet, le pèlerinage a sa place au sein de toutes les religions et cultures. À travers lui, l'individu use de cette pulsion afin de sortir d'un quotidien pouvant être monotone pour regarder vers ses origines. Grâce aux étapes de ce voyage,
qui représentent des repères familiarisants avec cet espace, le pèlerin calme ses angoisses de voyageur. Toutefois, la religion, et donc la question des origines, ne semble pas être la seule raison qui pousse l'homme au voyage. Ce qui, pour les concepteurs de la pulsion viatorique, lui serait propre est ce qu'ils nomment l'appel de l'art. Ainsi, durant l'Antiquité, les Hébreux partant en pèlerinage à Jérusalem ne se contentaient pas de rendre hommage à leur Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.